Bonjour à toutes et à tous, ici en présentiel au Hub des Territoires ou connectés à distance sur Teams. Vous êtes nombreux ce matin en présentiel et en distanciel. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Anne-Sophie Incelin, la responsable du Hub des Territoires. Je suis ce matin avec Lila Ferguenis, responsable du développement et des partenariats du programme EduRénov. Ce matin, on va parler de la rénovation des équipements sportifs dans le cadre du programme EduRénov. Alors, on est vraiment content de faire ça au Hub ce matin parce qu'on avait organisé il y a 1 an et demi déjà un événement autour des territoires sportifs de demain. On avait fait ça avec l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport. Et on avait échangé sur notamment le mur d'investissement que représentait l'intervention sur les équipements sportifs. Et la Banque des Territoires avait été interpellée déjà à l'époque. Et donc on est très content de se retrouver ce matin pour montrer des exemples concrets, montrer aussi comment la Banque des Territoires se mobilise et accompagne ces rénovations. Alors, le programme EduRénov, on travaille déjà depuis longtemps de concert, puisque donc le Hub des Territoires et EduRénov, on a déjà organisé pas mal d'événements publics ici. On accompagne aussi la démarche avec des ateliers de travail. On est vraiment là au cœur du dispositif qui est le Hub des Territoires, qui est à la fois de valoriser les réussites, de donner envie d'agir, de montrer concrètement ce qui se passe sur les territoires, partager aussi des clés, des outils pour intervenir, et puis aussi aider à co-construire des solutions quand elles n'existent pas. On se pose ensemble, on réfléchit, et donc un certain nombre d'entre vous ont l'habitude de venir ici dans le cadre de ces groupes de travail. Voilà, donc on est vraiment content de cette matinée. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Hub, on a une programmation qui dépasse la question de la rénovation des équipements éducatifs. On adresse l'ensemble des champs d'intervention de la Banque des Territoires, que ce soit sur le champ de la cohésion sociale ou de la transition écologique. Si vous n'êtes pas abonné à notre newsletter, je vous invite à le faire. Vous aurez accès à la programmation publique. Sachez aussi que la séance de ce matin, comme l'ensemble de nos événements publics, est enregistrée. Vous avez accès ensuite au replay. Donc vous pouvez aussi retrouver les replays des précédents événements qu'on a organisés ici sur le programme EduRénov. Voilà, je ne vais pas prendre la parole plus longtemps, je laisse Lila. Merci beaucoup, merci Anne-Sophie. Alors, soyez les bienvenus, en effet, dans ce lieu assez important pour nous à la Banque des Territoires. Je travaille pour le programme EduRénov de la Banque des Territoires depuis maintenant 3 ans. Donc, pour la plupart d'entre nous, vous nous connaissez depuis 2023. Donc, le programme a été lancé pour accompagner les collectivités territoriales dans leurs projets de rénovation de leurs bâtiments scolaires. Donc, on accompagne depuis plus de 5600 projets. Donc, bientôt 6000 projets qui sont accompagnés selon leurs besoins en fonction aussi de leur temporalité pour se concrétiser. Alors aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse au sport ? Eh bien, on s'y intéresse parce que dans nos accompagnements de rénovation, on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux qui étaient communs avec les écoles. Notre directrice reviendra dessus de manière un peu plus précise. Et donc, EduRénov, c'est aussi des interpellations des élus locaux, des collectivités territoriales qui nous disent « Vous nous avez accompagnés sur la rénovation de mon école. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon gymnase, pour ma piscine ?» Donc, ça a été le point de départ aussi pour nous de cette réflexion que nous menons avec un certain nombre de nos partenaires que vous allez découvrir ou redécouvrir ce matin. Donc, ça va être un temps assez fort pour nous, pour les écoles et pour les équipements sportifs. Donc on s'organise ensemble, surtout pour apporter ces solutions concrètes pour les porteurs de projets. Alors la matinée va être très chargée, donc je ne vais pas trop tarder à vous demander d'accueillir la présidente du CNOSF qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette séquence. Veuillez accueillir Madame Amélie Odea-Castera. Madame la directrice du réseau de la Banque des Territoires, chère Gisèle, Madame la directrice générale de l'Agence nationale du sport, chère Marilyn, Mesdames et Messieurs les élus qui sont présents ici ou qui sont en ligne avec nous, Monsieur le directeur général de l'ANDES, Monsieur le cher Vincent, ça va? Bonne année. Et mesdames et messieurs, les représentants des collectivités territoriales, des fédérations sportives aussi qui sont là
assez nombreux, je sais, connectés ou ici au Hub des Territoires avec nous. Nos représentants des CROSS, des CDOS sont là aussi. Je les salue. Et chers amis, chers partenaires du sport. Moi, je suis évidemment super heureuse d'être avec vous ce matin pour ouvrir cette séquence sur l'avenir de nos équipements sportifs, qui est un sujet structurant pour notre pays. Le sport, on le sait, il ne se pratique pas hors sol. Il a besoin de lieux, de terrains, de gymnases, de piscines, de salles spécialisées. Il a besoin de lieux qui soient accessibles, qui soient sûrs, qui soient accueillants, mais qui soient aussi adaptés aux usages d'aujourd'hui et capables d'évoluer avec les usages de demain et nos grands défis de nature écologique. Ces lieux, vous le savez, ils reposent largement sur l'engagement des collectivités territoriales puisque 87% de ces équipements sportifs relèvent d'elles et je veux saluer cet engagement remarquable. Le diagnostic sur les équipements sportifs, il est largement partagé puisque, on le sait, notre parc sportif, il est ancien, il est énergivore et il est parfois inadapté. 86% des équipements recensés ont plus de 20 ans. Et plus d'un tiers de ceux qui ont été construits avant 85, ils n'ont jamais fait l'objet d'une rénovation majeure. Pour certains équipements essentiels, je pense notamment à nos piscines, nos centres aquatiques, la proportion elle est encore plus élevée. Et derrière ces chiffres, il y a évidemment des réalités très concrètes que nos élus vivent au quotidien et qui pèsent sur les collectivités. Des coûts d'exploitation de plus en plus lourds, des créneaux saturés qui limitent l'accès à la pratique et donc le travail de nos fédérations, et des équipements qui peinent parfois à répondre aux attentes de nos différents publics de pratiquants. En matière de sport santé ou pour la pratique féminine avec des vestiaires qui soient à la hauteur, ou pour nos parasports, pour nos seniors parfois. Ces réalités, elles vont être largement abordées ce matin à travers différents témoignages et je salue les collectivités qui viendront témoigner tout à l'heure, la Seine-Saint-Denis, Paris-Ris, Orangis ou Fougères notamment. Ce constat, on l'a tous fait, on l'a tous partagé et le CNOSF a voulu agir et s'engager davantage. Pas tout seul, pas dans son couloir, pas isolé, mais au contraire, en essayant de trouver de nouvelles modalités de partenariat, en complémentarité et en efficacité collective. Et ce partenariat qu'on lance, chère Gisèle, ensemble, avec la Banque des Territoires, avec Nicolas Turca aussi, dont je veux absolument saluer la présence ce matin et l'impulsion à la base de tout ça, ainsi que l'engagement tout à fait personnel d'un Olivier Sichel à la tête de ce groupe ici, en faveur de toute la dynamique sportive de notre pays, comme cela a été illustré d'ailleurs à l'occasion de nos Jeux Olympiques et Paralympiques, dont la Caisse était l'un des partenaires majeurs, et nous ne l'oublions pas. Notre enjeu, c'est quoi ? Moderniser les équipements sportifs, accompagner la rénovation énergétique, la mise à la page, l'adaptation climatique de nos équipements sportifs détenus par les collectivités et de le faire en lien étroit avec nos clubs fédérés et nos fédérations. Nous, CNOSF, on est la structure fêtière du mouvement sportif. On est là pour aider à aligner, coordonner, animer ce collectif formé par nos clubs, nos fédérations et avec le concours de nos territoires, nos CROSS, nos CDOS, nos CTOS, dont l'action va être précieuse pour nous aider à donner vie à ce partenariat. Cette ambition, elle ne va pas réussir sans s'appuyer sur des dispositifs déjà éprouvés et sur une ingénierie hyper solide. Et c'est ça qui est formidable dans ce partenariat qui s'engage. C'est que nous pouvons nous appuyer sur votre groupe et notamment sur la réussite exceptionnelle du programme EduRénov qui, en matière de modernisation et de transformation des bâtiments scolaires, a des résultats exceptionnels que là aussi, je tiens à saluer. Gisèle y reviendra ce matin, mais c'est plus d'1 milliard d'euros de financement mobilisé et c'est plus de 3000 projets déjà soutenus avec un accompagnement en ingénierie technique et financière intégralement pris en charge par la Banque des Territoires. Cette expertise en ingénierie, elle est fondamentale. Cette expérience, elle va nous être incroyablement précieuse, comme va l'être celle de l'Agence nationale du sport, qui au cours des dernières années a mené un travail extraordinaire en matière d'équipement,
tout particulièrement sur les équipements de proximité, mais dont les savoir-faire vont nous aider, chère Gaëlle Rivière qui est là et qui arrive, bonjour Gaëlle, à continuer cette dynamique grâce à la transposition de EduRénov dans le monde du sport. Ce programme, Sport Rénov, on est très fiers de le lancer ensemble. Et il va viser à transposer ce qui a été fait avec EduRénov en s'appuyant sur tout ce qu'inspire cette marque extraordinaire dans ce champ sportif, en tenant compte bien sûr des spécificités d'usage, des contraintes d'exploitation, du rôle des clubs sportifs et des fédérations sportives. C'est donc une nouvelle étape et il y a pour moi dans cette nouvelle étape une forme de continuité, car on le sait ici, le sport, c'est aussi une école de la vie. Un lieu d'apprentissage des règles, de l'engagement, du respect, du collectif qui participe complètement au parcours éducatif et citoyen. Et il y a donc évidemment une cohérence et une continuité dans tout ça. Au-delà des outils, je crois qu'il y a un message fort qu'on est en train aussi de porter collectivement. Cette volonté qu'on a de travailler plus que jamais avec les élus locaux et de faire du sport dans un contexte d'élection à venir, une grande cause municipale, un thème positif, il n'y en a pas tant que ça, et fédérateur de campagne. C'est le sens du plaidoyer qu'on a porté au Salon des maires, vous vous en souvenez, en lien avec l'ANDES, dont je veux là aussi saluer la contribution. On le sait ici, rénover un équipement sportif, c'est pas seulement isoler un bâtiment ou changer un système de chauffage. C'est profondément motivant parce que c'est investir dans la santé publique, c'est renforcer la cohésion sociale, c'est soutenir la vie associative, aider l'engagement bénévole. Et c'est offrir à toutes et tous des conditions de pratique qui soient dignes, qui soient inclusives et qui soient de qualité. C'est aussi un enjeu majeur de transition écologique. Les équipements sportifs figurent aujourd'hui parmi les bâtiments publics les plus énergivores, en raison notamment des besoins en chauffage, ventilation, traitement de l'air. Et donc, l'enjeu de leur rénovation énergétique, c'est stratégique pour réduire les consommations, mieux maîtriser les dépenses publiques, améliorer le confort et la sécurité des usagers. Ces équipements, ce dont on a envie, c'est qu'ils deviennent des vrais démonstrateurs de transition dans les territoires, visibles, concrets, montrant que le sport peut être un moteur de transformation environnementale dans nos territoires, au service de nos territoires. Et j'ai envie de dire, la visibilité médiatique, symbolique du sport, en ce sens, nous donne une responsabilité particulière. Et nous, le mouvement sportif, on s'est engagé déjà depuis 3-4 ans sur ces thématiques-là. Vous vous souvenez du premier plan de sobriété énergétique du sport. Vous vous souvenez aussi du lancement du plan national d'adaptation et pratiques sportives au changement climatique, avec un item spécifiquement centré sur le sujet des équipements pour rendre les lieux de pratique sobres, adaptés et utiles à la résilience énergétique des territoires. Donc, nous, le monde du sport, on est conscient de notre responsabilité et on est impatient et vraiment heureux de lancer avec vous ce partenariat. Il y a une responsabilisation collective, on donne aux collectivités et aux mouvements sportifs les moyens d'agir de manière structurée, de manière ambitieuse et de manière durable. Et je veux saisir aussi l'arrivée de Gaëlle pour souligner que nos équipements ne doivent pas être seulement modernisés ou seulement mis aux normes de ce changement climatique qui nous oblige, mais aussi rendus plus accessibles pour le parasport et le handisport, afin que l'inclusion elle soit pensée dès la conception des projets. Moi, je souhaite assister sur un acteur clé, nos fédérations sportives. Elles ont vocation à occuper dans Sport Rénov une place centrale. Je le disais, elles sont proches des clubs, des pratiquants. Elles identifient les besoins prioritaires, elles accompagnent les collectivités, elles favorisent la mutualisation et elles veillent à ce que les projets puissent répondre vraiment bien aux usages. Leur rôle va donc être essentiel pour promouvoir toute cette dynamique. Et je veux remercier les fédés de basket, de gym, de hand, de natation, de squash, de tir à l'arc, de volley, qui se sont d'ores et déjà engagés avec nous dans le projet sur le groupe de travail sur les équipements sportifs, avec une charte de rénovation de ces différents équipements. Tout ça, on va continuer
On va continuer avec nos CDOS, avec nos CROSS, avec nos CTOS qui vont avoir ce rôle déterminant que j'évoquais pour transmettre l'information sur le partenariat dans les territoires, accompagner les acteurs de terrain, faire connaître les outils qui seront progressivement déployés. Sport Rénov', ça va être cet accès à des prêts à taux bonifiés à long terme pour nos collectivités et cette gratuité de l'ingénierie technique et d'accompagnement. C'est ces deux briques que nous allons collectivement accompagner pour faire en sorte d'impacter vraiment la pratique sportive dans les territoires. Il va y avoir de super beaux échanges ce matin, des porteurs de projets engagés, des collectivités qui suivent ça avec passion, la conviction que le sport peut nous aider à avoir une société meilleure, des acteurs aussi d'accompagnement mobilisés, je pense à l'ADEME, je pense au programme ACTI. Merci à toutes et tous d'être là ce matin. Merci vraiment beaucoup à nos partenaires institutionnels et financiers. Et moi, je me réjouis aussi d'entendre dans un instant l'ANS, puis la Banque des Territoires, dont les engagements, je le redis, sont absolument déterminants à nos côtés, comme l'est l'engagement du ministère derrière ce programme. On va avoir des ateliers pair à pair, il va y avoir du partage d'expériences et de bonnes pratiques. Et j'ai envie de terminer par une citation de l'un des maires qu'on avait interrogé dans le cadre du plaidoyer parce qu'elle me paraît assez appropriée pour conclure cette intervention. Il nous disait « Partageons, démultiplions les bonnes pratiques. Si un maire peut révolutionner sa ville, 1000 maires peuvent révolutionner le pays. » C'était Quentin Brière, maire de Saint-Dizier. Je vous remercie de votre attention et surtout de votre engagement au service du sport, des territoires et de l'intérêt général. Alors, on va accueillir tout de suite Madame Marilyn Arnaud, directrice générale de l'ANS. Bonjour à tous et à tous, Madame la Présidente, Madame la Directrice, Monsieur le Président de la Fédération française handisport, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Secrétaire général, chers toutes et tous. Je vous remercie d'abord pour cette invitation et vous présente aussi mes meilleurs voeux pour cette année. Je suis encore dans le timing, donc je le fais avec plaisir. Donc le sport, les territoires et la transition écologique, ce sont des enjeux et des sujets qui sont au cœur des missions de l'Agence nationale du sport. Depuis sa création, l'agence a toujours été aux côtés des collectivités, notamment via le financement des équipements sportifs. À ce titre, nous pouvons, je pense, tous confirmer que les deux plans 5000 équipements sportifs portés par l'agence ont été une réussite, puisque ce sont 10 500 équipements qui ont été financés. Et c'est bien plus qu'une politique d'infrastructure. Pour nous, il s'agit d'un outil de justice territoriale et sociale, puisque l'objectif assumé est bien de corriger les inégalités d'accès à la pratique, notamment dans les quartiers prioritaires de la ville et les zones rurales fragiles, avec une volonté d'impact en termes d'insertion, de cohésion sociale, d'éducation, de réussite scolaire et de vitalité des territoires. D'autre part, l'agence est déjà identifiée comme étant un acteur central de la transition énergétique dans le sport, puisqu'elle a participé à la mise en œuvre de 2 plans de relance en 2021, puis en 2022-2023, pour un montant total de 100 millions d'euros, qui ont permis de financer la rénovation de plus de 300 équipements structurants sur l'ensemble du territoire. Ces programmes ont produit un impact mesurable, les travaux garantissant une réduction de la consommation énergétique de l'équipement de près de 50%. Tout cela pour vous dire que l'agence ne découvre pas ce sujet, car elle le structure depuis plusieurs années, avec méthode, avec des critères d'impact et des exigences de résultats. Pour cette nouvelle année, 2026 donc, et concernant le financement des équipements sportifs, l'agence fait un choix stratégique assumé en donnant la priorité à la rénovation et à la transition énergétique. Un dispositif tout d'abord doté de 10 millions d'euros dédiés aux piscines, création ou rénovation d'équipements, un dispositif de 8,8 millions exclusivement centré sur la rénovation des équipements structurants, hors piscine, c'est-à-dire gymnase, salle spécialisée, terrain de jeu. Au-delà de la contrainte budgétaire qu'on connaît tous, ce recentrage est cohérent avec l'urgence climatique et la nécessité de maximiser l'impact des crédits publics.
Aussi, la collaboration qui s'ouvre avec la Banque des Territoires et avec le CNOSF s'inscrit dans l'ADN même de l'ANS. En termes de gouvernance, puisque, comme vous le savez, nous sommes un groupement d'intérêt public qui intègre 4 collèges, l'État, les collectivités, le mouvement sportif et le monde économique. Mais également dans la complémentarité des dispositifs de l'agence et de la Banque des Territoires dans une logique d'offre intégrée au bénéfice des collectivités. Financement, ingénierie technique et financière, prêt à taux bonifié. L'objectif pour l'agence est d'aller encore plus loin afin de construire un véritable partenariat avec la Banque des Territoires pour avoir un réel levier auprès des projets de rénovation et de transition énergétique des collectivités. Pour conclure, l'engagement de l'ANS s'inscrit dans une continuité. Nous avons accompagné des projets, nous les accompagnons encore et nous les accompagnerons demain. Notre collaboration avec le programme EduRénov s'inscrit dans une continuité, mieux accompagner les collectivités, structurer les projets et maximiser l'impact des financements publics. Ce n'est pas un virage, c'est l'approfondissement d'une stratégie déjà engagée par l'agence qui dispose d'un avantage différenciant, à savoir une connaissance fine des collectivités, des réalités territoriales et surtout des projets via les appels à projets portés. Enfin, le souhait et le choix d'impliquer directement les techniciens du sport dans les groupes de travail n'est pas symbolique, venant moi-même de la territoriale. C'est un gage de réalisme opérationnel, l'assurance d'une véritable connaissance du monde des collectivités et une condition pour produire des critères applicables sur le terrain. Pour conclure, l'Agence nationale du sport, c'est une expertise existante, éprouvée, opérationnelle, au service de ses partenaires et en particulier des collectivités. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Et on accueille, donc, pour finir cette séquence, Gisèle Rossamino, notre directrice du réseau Banque des Territoires. Bonjour à tous, je salue très chaleureusement les personnes ici présentes, mais aussi toutes celles qui sont connectées à distance. Et le taux de connexion montre l'intérêt que chacun peut apporter à cette dynamique. Madame la Présidente, Madame la Ministre Ferramelli, Madame la Directrice, Monsieur le Président de la Fédération française du sport, et Monsieur le Secrétaire général de l'ANDES, Mesdames, Messieurs les directeurs et présidents, c'est un plaisir personnel et évidemment c'est au nom de la Banque des Territoires, de son directeur Antoine Saint-Voyant et de Olivier Sichel que je vous accueille très chaleureusement ici. D'abord pour vous dire tous mes remerciements. Nos remerciements pour votre présence ce matin, qui est pour moi le signe de la confiance. Et dans une société où tout est un peu chamboulé, la confiance est quelque chose de très important. Signe de la confiance partenariale donnée par le CNOSF et l'Agence nationale du sport à la Banque des Territoires et aussi avec l'ensemble des partenaires présents pour accompagner les projets des collectivités en faveur du sport. Je remercie tous nos partenaires. Ils sont nombreux, ils sont derrière moi, si je puis dire, et puis ils sont évidemment dans la salle. Tous nos partenaires, l'ANDES, je l'ai signalé, l'ACTE, qui est un partenaire de longue date sur ce programme EduRénov, l'ADEME, bien sûr, avec qui on travaille de manière très constructive, bien sûr aussi tous les élus. Je salue la ville de Paris qui est présente aujourd'hui avec nous, mais aussi beaucoup d'autres collectivités, tous les élus et les services des collectivités présentes et bien sûr tous les intervenants. Alors c'est un engagement qui pour la Banque des Territoires, pour la Caisse des dépôts a beaucoup de sens et pour moi aussi très personnellement. Pourquoi ? D'abord parce que c'est notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est d'accompagner les projets locaux en appui des politiques publiques de proximité avec des financements clairs qu'on essaye d'avoir le plus simplement possible et efficace dans une continuité avec de l'ingénierie et du financement. Grâce à EduRénov, et ça a été dit, donc je ne vais pas redire ce qui a été dit très très bien par l'équipe EduRénov que je salue, Nicolas qui a mis les bases de ce programme, mais aussi Annabelle qui prend le relais et toute l'équipe qui est présente dans cette formidable dynamique. Donc avec EduRénov, il y a 2 ans, nous avons rénové déjà plus de 500 écoles et plus de 5600 projets sont lancés. Donc nous sommes dans une dynamique extrêmement positive. Les collectivités locales ont fait appel à nous pour rénover des écoles et beaucoup nous indiquent le besoin de les aider pour moderniser les équipements sportifs,
pour réduire les coûts de fonctionnement, redonner vie à ces équipements et contribuer à la transition écologique et énergétique. Et puis finalement, je me dis des choses simples. Apprendre à lire et apprendre à nager, est-ce que c'est pas un peu pareil quand même ? Ça s'inscrit bien dans une continuité, c'est faire grandir et amener nos jeunes à finalement être plus armés dans la vie. EduRénov va donc dépasser le périmètre des écoles pour intégrer les bâtiments sportifs. C'est une logique globale d'accompagnement, vous l'avez dit, l'une et l'autre, de l'ingénierie et du financement. Nous avons déjà de beaux exemples. Moi qui sillonne la France avec les équipes territoriales, des piscines, des complexes sportifs, des gymnases en Avignon, à Gien, à Biscarrosse, à Cabourg, à Lens. On a déjà de belles réussites. Mais ce qu'on veut faire là, c'est massifier, c'est aller plus vite, aller plus fort et plus rapidement. Alors on va accélérer pour massifier grâce au partenariat avec l'Agence nationale du sport, vous l'avez dit, grâce au levier que l'on va pouvoir faire avec vous. Une subvention par l'agence complétée par un prêt de la Banque des territoires, on voit que ça va beaucoup plus vite. Et puis grâce à l'impulsion, le partenariat avec le CNOSF, avec la mobilisation des clubs fédérés que je salue très chaleureusement. Notre ambition, la rénovation énergétique et l'adaptation des écoles, bien sûr, un enjeu majeur, je l'ai dit. Mais il y a aussi une deuxième raison pourquoi on est si mobilisé pour les équipements sportifs et pourquoi je suis si mobilisée. Parce que j'ai une deuxième conviction. C'est que le sport, c'est un pilier fondamental de politique de santé publique. En investissant dans les équipements sportifs de qualité, on adresse la prévention en matière de santé. La Banque des territoires, elle veut adresser ces deux enjeux. À la fois rénover, à la fois accompagner les écoles et les équipements sportifs dans leur transition écologique, et en même temps accompagner la santé de nos concitoyens et contribuer à améliorer la santé de nos concitoyens. Et la prévention est un axe important. Et donc finalement, c'est une rencontre de deux enjeux qui est extrêmement structurant pour notre pays. Et puis le troisième élément, c'est évidemment, vous l'avez dit dans vos propos, le sport, c'est un facteur de cohésion sociale. Et dans l'ADN de la Banque des territoires et de la Caisse des dépôts, il y a deux grands piliers. Il y a la transition écologique et énergétique et il y a la cohésion sociale et territoriale. Et donc, oui, facteur de cohésion sociale parce que lieu d'espace de vie, lieu intergénérationnel bien souvent, lieu du vivre ensemble. J'ai salué le président de la Fédération française handisport. Je pense que l'inclusion est quelque chose, évidemment, auquel la Banque des territoires doit et peut contribuer. Alors, on se retrouve finalement sur nos valeurs et ça, c'est extrêmement important. Et puis, la troisième raison pourquoi on est si mobilisé, parce que quand il y a quelque chose qui marche, il faut être assez pragmatique. Quand il y a quelque chose qui marche, ce qui est le cas pour le programme EduRénov sur la rénovation des écoles, je pense qu'il faut essaimer. Il ne faut pas inventer le fil à couper le beurre. Il faut prendre ce qu'on a fait de mieux, s'associer avec des partenaires volontaires et votre enthousiasme est communicatif, mesdames, s'associer avec nos partenaires et puis se dire, on va aller plus loin, plus fort, plus haut, ensemble. Et c'est bien ce que l'on essaye de faire avec cette dynamique. Soyez-en très remerciés. Merci de votre engagement. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur mes équipes territoriales dans tous les départements, dans toutes les régions de France, en métropole et en outre-mer, pour accompagner la rénovation des équipements sportifs, que ce soit des piscines, que ce soit des gymnases, que ce soit tous les équipements qui font vivre évidemment la cohésion de notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la directrice. Merci à nouveau, merci à vous trois pour ces mots d'introduction. Et bien maintenant que c'est lancé, on va rentrer dans le vif du sujet, puisqu'on va vous proposer de faire un détour par la Normandie, par les Vosges, pour découvrir des projets que la Banque des territoires a financés via nos directions régionales. Donc je vous propose de les découvrir.
La genèse du projet de rénovation, dans cet nouvel ensemble balnéaire qu'on a voulu le transporter vers le 21e siècle, plutôt dans un style balnéaire et augeron, avec des matériaux de performance énergétique et environnementale intéressantes. On a tout remplacé par des membranes microporeuses qui permet à la fois donc de capter la lumière et de chauffer naturellement l'édifice et d'assurer une aération. Le nerf premier, c'est de pouvoir conjuguer les financements. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on a l'idée d'un investissement comme celui-là, les grands critères, c'est en investissement, c'est d'abord qu'est-ce qui est disponible sur le budget municipal, bien sûr, trouver des partenaires sérieux comme la Caisse des dépôts de consignation, mais d'autres également. C'était vraiment une volonté forte de notre équipe municipale pour créer cette structure. Quand on voit la fréquentation, eh bien on se rend compte que c'était vraiment quelque chose d'indispensable. Ce complexe a été construit en l'emplacement d'une ancienne piscine. Et donc il s'est avéré qu'on était en défaillance au niveau salle de sport. Il y a quelques démarches au préalable qu'il ne faut pas rater. S'assurer que les collectivités, les partenaires financiers sont là, puissent le programmer dans leur budget. Donc ce sont des démarches au préalable qui me paraissent absolument indispensables. On a la volonté de le faire, on a pris la décision, il faut aller au bout et je crois que c'est quelque chose qui est important et on ne peut avoir aucun résultat positif. Voilà pour les deux premiers projets qu'on a souhaité valoriser dans le cadre du programme EduRénov sur le volet sportif. Alors pour cette matinée, on va vous proposer deux temps inspirants. Un premier, on va revoir donc les collectivités territoriales qui sont invitées à parler de leurs projets, à parler aussi des éléments de fond qu'elles souhaitent mettre en avant. Une seconde table ronde sur nos partenaires, donc un accès sur les solutions que nous pouvons mobiliser pour accompagner les projets. Alors j'accueille tout de suite dans la table ronde Monsieur François Tchekemian, donc directeur général de la direction des sports de la ville de Paris, Monsieur David Rénal, donc du département du 93, directeur culture, sport et patrimoine. Bonjour messieurs, bienvenue. J'accueille également Monsieur Nicolas Foll, que voici, qui est directeur des sports loisirs de l'Aquatis, accompagné de Gaëtan Lenné. Gaëtan Lenné est entraîneur au club, donc au club de natation, qui a d'ailleurs un cours ce soir à 17h, c'est ça. Voilà, donc vraiment, on enchaîne ensemble. Allez-y, installez-vous. Merci à vous quatre pour votre présence. On commence avec Monsieur Tchekemian. Allez-y. Alors on parle beaucoup du patrimoine de la ville de Paris. Donc c'est un peu spontanément c'est ce qui nous a interpellés sur le volet sportif, qui est assez important, assez conséquent. Donc vous avez des contraintes qui s'opposent assez naturellement sur le foncier, sur les questions d'adaptation climatique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et surtout comment la ville de Paris réagit face à ces deux enjeux? D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Rapidement, évidemment, nous avons une politique d'investissement et de rénovation importante sur les équipements sportifs. Ça a été dit, on est aujourd'hui dans une forte évolution de la demande sportive, demande en croissance, mais aussi demande en diversité sur les publics. Ça a été dit, donc je ne vais pas trop insister, mais le sport senior, le sport santé, la place des femmes dans les équipements publics, l'accessibilité de nos équipements publics, donc pose un enjeu nouveau. J'en rajoute un autre, celui aussi des attentes des usagers avec des horaires très élargis, une grande liberté de pratique. Donc il y a aussi des questions qui se posent en matière d'autonomie de nos équipements, de mobilité, de mutabilité de nos équipements pour les diverses pratiques, parce qu'il y a de plus en plus de sports qui sont pratiqués. Je pense que les collègues partagent avec moi, il y a quasiment chaque année un nouveau sport qui vient. Donc il faut que nous, on s'adapte. Évidemment, dans un contexte de raréfaction de l'argent public, mais aussi d'évolution des normes, donc une nécessité d'adaptation continue. Un petit coup de projecteur sur la ville de Paris et ses équipements. On a environ 450 sites sportifs, ce qui est évidemment important. On a 51 piscines, dont 11 sont en gestion externalisée. Je pense que ça peut apparaître beaucoup, mais à la fois, on reste quand même le tout dernier département
en nombre de mètres carrés sportifs par habitant, même derrière la Seine-Saint-Denis. On n'est pas loin, hein, mais bon, quand même, on est derrière pour montrer qu'on a une forme de cercle vicieux, c'est qu'on intensifie l'usage et donc on intensifie l'usure. Et donc c'est un peu ça le sujet parisien. L'autre sujet, c'est le fait d'avoir un foncier très contraint, vous l'avez dit. Donc nos réflexions se sont portées vers le développement de projets en hauteur, hein. On a déjà une première expérience dans le nord du 19e sur le site La Doumègue. Là, on lance un nouveau chantier, une cité des sports dans le 20e. Et notre analyse aujourd'hui, c'est que les équipements sportifs à Paris, si on veut croître, il va falloir monter ce qui, vous le savez tous, coûte plus cher que quand on est dans une construction horizontale. Donc voilà un peu le contexte parisien. Par rapport aux enjeux de rénovation que vous avez soulignés, nous on a lancé un contrat de performance énergétique sur lequel je souhaite dire quelques mots. Il concerne 6 piscines. Il a été attribué en 2018. Donc c'est un groupement piloté par Engie qui l'a emporté. On est sur un volume d'investissement de 23 millions d'euros sur 10 ans. Donc alors évidemment, la période Covid a fait que le démarrage a été un peu retardé, mais on a eu des livraisons qui sont faites entre 2020 et 2025. La dernière est sortie en septembre. Avec des travaux, comme ça a été dit sur les piscines, sur les enjeux énergétiques que sont le traitement de l'air, le traitement de l'eau, la filtration, hein, c'est toujours là où il y a les consommations énergétiques les plus importantes. Et la stratégie a été évidemment d'utiliser les matériaux les plus performants et de maximiser la récupération de chaleur pour éviter, j'allais dire, le coût énergétique. Moi, on va faire un bilan cet été de ces contrats de performance énergétique, mais ma contribution, j'allais dire, aux échanges sur le programme Sport Rénov qui arrive, c'est, premièrement, on ne peut pas faire que des travaux énergétiques dans un bâtiment sportif, parce que sinon, et ça on l'a constaté, on a dû ajuster un peu, c'est que sinon il y a le sentiment pour les usagers qu'on va fermer 1 an et demi la piscine pour finalement la même chose, puisque leur environnement n'a pas évolué. Donc c'est à chaque fois l'occasion. Ça doit être l'occasion de revenir aussi sur les questions d'accessibilité universelle, l'amélioration du patrimoine de manière générale. L'autre point important, c'est qu'on a des consommations, des économies en matière de consommation qui sont, pour les piscines, j'allais dire d'une certaine manière, un peu plafonnées. Là, dans le contrat de performance énergétique dont je parle, on était autour de 30% d'économie de consommation d'énergie. Le fonctionnement du piscine qui fait qu'elle ne s'arrête pas la nuit, en fait, une piscine. Elle continue à filtrer, elle continue à offrir de la qualité d'air, etc., font qu'il y a une forme de limite aux économies de consommation. Et après, il y a d'autres sujets. Par exemple, à Paris, nous sommes en 100% R9. Alors, bon, je ne sais pas si ça parle, c'est peut-être un peu technique, mais une obligation de renouveler en permanence l'air, c'était une norme de santé au travail qui s'impose à Paris. Et de la même manière, on a là aussi, pour des choix de précautions sanitaires, mis de côté la technologie de la filtration par UV, donc ce qui fait qu'on a des consommations énergétiques qui restent importantes. J'arrête sur la partie aquatique, peut-être sur la partie gymnase. Finalement, la réflexion que nous avons, nous, c'est quelle est l'utilité du chauffage dans un gymnase dans un contexte de réchauffement climatique. Aujourd'hui, on chauffe nos gymnases à 16 degrés. On s'est aperçu, et je salue mon collègue Laurent Corbin qui a fait cette étude, que j'allais dire, si on arrête de chauffer, on est à 12 degrés. Ce qui, quand on fait du sport, est une température qui est tout à fait acceptable. C'est un sujet très fort avec le milieu scolaire, hein, parce que c'est un sujet d'engagement aussi. Comment on renouvelle les pratiques sportives, c'est-à-dire comment on fait en sorte que la leçon de sport assure que les élèves sont tout le temps en mouvement pour qu'il n'ait pas froid, etc. 12 degrés, voilà, hein, il y a beaucoup de runners pour qui 12 degrés, c'est tout à fait confortable. Les footballeurs, les rugbymen, 12 degrés, tout à fait confortable. Donc nous, notre question aujourd'hui, c'est plus la question de la canicule et des fortes chaleurs. Parce que la caractéristique aussi de nos gymnases, c'est par contre d'être des passoires thermiques, mais aussi surtout d'être des îlots de chaleur très, très importants. Donc c'est ça aussi, comment on conçoit le rafraîchissement
de nos équipements terrestres. Voilà, nous, un peu les réflexions que nous avons pour le prochain mandat, puisqu'on est là dans une échelle, dans un calendrier, évidemment, un peu particulier pour les communes. Je vous remercie. Merci à vous. On se reverra alors donc, pour refaire le bilan éventuellement. Alors, on a notre invité, notre guest qui est arrivé, qu'on va accueillir. Hop, je vous laisse vous installer. Abdelhak Hadj-Brahim, qui complète parfaitement donc notre table ronde, plutôt axée collectivité. On commence avec une petite question, si ça vous va bien. Donc vous nous avez parlé de beaucoup de projets ambitieux lorsqu'on a fait les temps de cadrage ensemble, notamment un en particulier, celui du gymnase d'Albert Camus, que la Banque des Territoires a également financé. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à mener cette rénovation, principale motivation, et puis nous dire ce qu'on doit retenir absolument du projet qui pourrait inspirer les collectivités qui sont aussi en ligne. Bonjour à tous et désolé pour mon retard. Ce qui nous a poussé, c'est que, comme toutes les collectivités, ou en tout cas un certain nombre, on commence à voir les limites des budgets en baisse, et il fallait absolument qu'on travaille sur cette question. Les fluides en général et l'énergie coûtent énormément aux collectivités. Donc naturellement, on a travaillé sur un grand plan de rénovation énergétique qui visait deux enjeux essentiellement, c'est la pratique sportive et le confort des usagers, parce que c'est aussi une dimension qui est essentielle, si ce n'est qu'à l'apprentissage. On apprend beaucoup mieux quand on est dans une situation confortable pour apprendre, même si effectivement 12 degrés, c'est confortable pour un certain nombre de sportifs. Il ressort que dans les usages des gymnases d'une manière générale, on a des scolaires, on a des petits, on a des gymnastes aussi qui demandent, eux, des températures un peu plus élevées et donc des pratiques pour être dans un usage assez confortable. Donc ça nous tenait à cœur, c'est la question de l'usage en vue d'un apprentissage qui se fasse dans les meilleures conditions. Et ensuite, il y a bien entendu la question de la rénovation énergétique. Sur le gymnase Albert Camus, les travaux qui ont été réalisés, c'est des travaux de géothermie, c'est raccordement au réseau de géothermie, ce qui nous a permis, de ce point de vue, de passer sur le DPE d'une étiquette D à B, et ensuite sur la rénovation énergétique, on est passé en ITE. Et bien sûr, je rejoins monsieur dans ses propos, quand on fait des travaux et que vous changez uniquement l'enveloppe, pas l'intérieur, en termes d'usage, les rénovations sont incomprises. Donc l'idée, c'était de refaire un ensemble de choses, les vestiaires, le sol du gymnase et bien entendu l'éclairage. Avec, je vous disais, cette ITE qui là encore nous permet de passer d'une étiquette D à B, ce qui représente à peu près 40% d'économie d'énergie. Même si aujourd'hui on nous dit qu'il faut décorréler la consommation de fluide de la facture, du coût de l'énergie, ça nous met, en tout cas ça m'a mis moi en position de pouvoir négocier avec les exploitants techniques des tarifs davantage négociés sur le coût de l'énergie, puisque d'une certaine manière c'est aussi mettre un équipement à flot, à jour, pour être performant énergétiquement, et c'est ce qu'on a développé. Ça nous permet d'avoir de meilleures négociations sur le coût de l'énergie. Voilà. Bravo, voilà, à haute voix. Merci beaucoup. Merci. David Reynal, donc on va repasser aussi en Seine-Saint-Denis, directeur culture patrimoine du département. Alors quand on pense aussi au département, on a un peu cet enjeu de rattrapage des équipements que vous portez aussi de manière assez forte. Vous avez aussi bénéficié des Jeux Olympiques Paralympiques qui vous ont permis aussi de réaliser un certain nombre de choses pour le territoire et les habitants. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi un peu plus sur votre enjeu sur les piscines? On parle beaucoup de piscines depuis ce matin. Est-ce que ça fait écho au territoire de manière un peu plus particulière? Oui. Bonjour à toutes et tous et merci de votre invitation. Je vais pouvoir cambriller sur tous les propos de la matinée. Vous évoquiez un sujet piscine en Seine-Saint-Denis. Enfin, il y a un sujet comme
sur le territoire de Paris, comme plein d'autres territoires en France, un sujet équipement sportif, effectivement, avec un mur d'investissement, sinon infranchissable, en tout cas, voilà, qui mérite d'être déconstruit à plusieurs. Et encore une fois, merci de votre initiative. En Seine-Saint-Denis en particulier, il se trouve qu'il y a un peu plus d'une dizaine d'années désormais, on a élaboré un schéma de cohérence territoriale des équipements sportifs qui permettait d'objectiver toutes les lacunes et les carences du monde, et notamment en matière de piscine, effectivement. On a observé le fait qu'il y avait une double nécessité sur notre territoire. À la fois, il faudrait, pour essayer de rattraper la moyenne nationale, doubler le nombre d'équipements aquatiques, et par ailleurs rénover 80% du patrimoine existant. Donc ça a donné lieu à 2 plans piscines successifs portés par le département. Et peut-être ce qui est intéressant par rapport à Sport Rénov et aux ambitions qui pourraient concerner les équipements aquatiques, c'est que le premier plan piscine 2016-2021 était obnubilé, mais dans le bon sens, et j'étais déjà là, donc je l'assume, par les carences territoriales, mais n'avait aucune exigence environnementale pointée à l'endroit des porteurs de projets. En revanche, et pour rassurer tout le monde, le second plan piscine ou le deuxième, voté en 2022, pointe un certain nombre d'exigences environnementales. Et là encore, effectivement, c'est intéressant. Le fait d'être territoire héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a contribué à vraiment nous accélérer un certain nombre d'ambitions. Bien entendu, on accueille le centre aquatique olympique. On a porté en maîtrise d'ouvrage une piscine. Alors, on est propriétaire d'une piscine, un centre aquatique, donc rien à voir avec la ville de Paris. Mais effectivement, il nous a fallu, vu que c'était un centre d'entraînement pour les Jeux sur le water polo, il nous a fallu abonder et viser les critères exigeants portés par la Solidéo. Et justement, ces critères nous ont inspiré un bonus environnemental sur le deuxième plan piscine. On a repris une famille d'indicateurs et avec la possibilité pour les porteurs de projets de bénéficier jusqu'à plus 15% de la subvention socle qui leur est attribuée. Ces plus 15%, ils ne sont pas magiques. On estime, alors peut-être que d'aucuns me contrediront dans la salle, mais on estime qu'effectivement, pour des équipements vertueux, en tout cas s'agissant des équipements aquatiques, je vais pas y arriver. Le coût, voilà. Le coût des exigences environnementales est de l'ordre de 15% d'une opération. Donc c'est pour ça qu'on essaie, à travers ce bonus, d'encourager les porteurs de projets à rester exigeants et sinon exemplaires pour des équipements qui ne le sont pas. On sait bien, ils ne seront jamais vertueux écologiquement, mais pour autant, bien entendu, ils sont extrêmement intéressants et importants en matière de santé publique, de citoyenneté, etc. On vous projette 2 exemples deux porteurs de projets, un porteur de projet qui est l'établissement public territorial d'Est Ensemble, mais à travers 2 projets, un à Montreuil, un à Pantin, 2 exemples assez emblématiques, l'un par son patrimoine et l'autre par l'effet structurant qu'il a sur notre territoire. Et par ailleurs, il y a une dernière diapo de mémoire pour vous dire que malgré notre ambition forte, la route est longue. On est encore largement carencé et peut-être qu'une vie n'y suffira pas. Enfin, en tout cas, je viendrai vous revoir juste avant ma mort pour vous dire où on en est. Ouais, voilà. Merci. On le verra avant. Merci beaucoup, monsieur. Alors, on va passer à l'agglomération de Fougères. Donc, nous avons 2 porte-parole de la collectivité. D'abord, Gaëtan Lenné, si on peut commencer avec vous. Donc, qui est entraîneur dans le club de natation. On a cru comprendre que vous étiez aussi participant dans le bâtiment, à la structuration du bâtiment et même à son entretien. De quelle manière on peut mobiliser aussi un entraîneur de club dans ce type de projet? Alors nous avons la chance d'avoir 2 bassins, un bassin extérieur, un bassin intérieur. Ouais. Sauf qu'en Bretagne, il ne fait pas toujours très beau. On a beaucoup de vent. Et donc la communauté de communes avait décidé de fermer le bassin tous les après-midi. Et nous ont demandé de faire cette fermeture. C'est-à-dire qu'on couvre le bassin tous les midis après nos activités que l'on a, ou le soir aussi quand on fait la fermeture. Donc on couvre le bassin, on éteint les lumières et on ferme la piscine. Okay. Ça évite de garder des agents communautaires en plus jusqu'à des heures, 22 heures au-delà. Donc on fait partie du plan d'économie de Fougères Agglo, puisque on passe un certain temps à couvrir le bassin.
Très bien. Donc, c'est une manière aussi d'intégrer les usagers et puis l'ensemble des agents de l'équipement. Bon, je ne sais pas comment ils prennent ça, les agents, mais bon, voilà, on prend un peu leur travail, puisque eux, ils sont sur les scolaires, donc ça, ils nous obligeaient de fermer 5 minutes plus tôt, parce qu'ils devaient être présents sur le bord du bassin. Nous, ça nous permet d'allonger de 10 minutes notre séance. Donc nous, les usagers sont contents. Et puis le soir, oui, on est un peu plus libre. Et on joue aussi sur les créneaux, c'est-à-dire qu'on a une convention avec l'agglo qui nous dit on a tant de créneaux, tant de lignes d'eau de telle heure à telle heure. Mais il s'avère que l'hiver, ayant moins de fréquentation, on a plus de lignes d'eau. Mais l'été, il nous arrive aussi de passer dans le bassin intérieur parce qu'il y a une grosse population, il y a beaucoup de monde, il fait très beau. Il y a une grosse demande à l'extérieur. Donc on fait l'effort, nous, d'aller vers l'intérieur sur quelques journées, quelques séances d'entraînement. Donc tout le monde s'y retrouve. Très bien. Bon, on va poser la question à Nicolas pour voir comment les agents réagissent. Non, pas du tout. Monsieur Nicolas Fall, nous, on a été interpellés par les chiffres en termes d'économie d'énergie sur un certain nombre de projets. Est-ce que vous souhaitez en partager quelques-uns et surtout, qu'est-ce qu'on doit retenir lorsqu'on souhaite se lancer dans ce type de projet ? Alors, donc, je suis directeur du service sport loisirs Fougères Agglomération, qui est une agglomération de type rural, hein, donc une ville-centre Fougères, 20 000 habitants, 55 000 habitants sur l'agglo, 28 communes, avec une densité de 100 habitants au kilomètre carré. Voilà. On a 2 équipements structurants, un complexe sportif sur le nord du territoire qui est très 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 rural avec des communes de moins de 1000 habitants et la belle cathédrale de l'Aquatis, donc 7 bassins, 4000 m² de surface, 1400 m² de plan d'eau, 220 000 entrées par an. Et je suis un ancien entraîneur de natation. On a entraîné avec Gaëtan quand j'étais plus jeune. Et donc, on a un objectif avec l'agglomération, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de l'économie de la connaissance. C'est-à-dire, on a décidé de monter en compétences en interne. Donc, on a récupéré l'intégralité de la gestion technique de la piscine. C'est un choix fort. Et vous allez voir les résultats. Et donc, du coup, on s'inscrit évidemment dans le plan climat, le PSCAET, hein, plan climat énergie territorial. Et la piscine date de 2010 et elle était considérée comme l'équipement énergivore par excellence. On représentait 70% des consommations énergétiques de l'ensemble des bâtiments de l'agglo, à nous tout seuls. Donc le plus gros du camembert, c'était nous. Depuis 2023, on a atteint les objectifs du décret tertiaire, que ce soit sur le complexe sportif et sur l'Aquatis. On avance. Voilà. Donc on a vraiment mis en place des actions. Alors c'est un principe tout simple, hein, principe de Pareto et de l'OTEC, c'est-à-dire que 20% des actions pour 80% des effets. On a des connaissances et des compétences contraintes, on a un budget contraint. Donc on a vraiment essayé de développer toutes les actions en interne au départ et un cercle vertueux, c'est-à-dire que l'économie génère l'investissement au fur et à mesure. Depuis 10 ans, on a des retours sur investissement inférieurs à 1 an. Vous allez voir les chiffres. Hein. Voilà. Et donc on a commencé par le plus simple qui est l'eau. Donc on a divisé la facture d'eau par 2. C'est simple. À l'heure actuelle, on est à moins 51% sur les consommations d'eau des bassins. Il faut savoir que l'eau du bassin, elle est chauffée, traitée, chlorée. Nous, on achète l'eau au service de la ville à 4 € le mètre cube. À l'heure actuelle, elle est aux alentours de 15 à 18 €. Ça dépend comment vous la chauffez. Voilà. Donc, c'est pas neutre. On a accès aussi après sur le focus sur l'énergie, le chauffage. Que vous se baignez dans de l'eau à 27 ou 28 degrés, évidemment, eh ben, c'est un confort et il faut garder l'air aussi. On a la chance d'avoir une chaufferie biomasse à l'initiative. Au départ, les élus, ils ont eu l'intelligence et la bonne conscience de partir sur la chaufferie biomasse. On avait des rendements de chaufferie biomasse qui étaient assez faibles, on tournait à 60-80%, et donc on avait des apports de gaz, et donc on a mis tout le focus sur la biomasse. À l'heure actuelle, on est à 95% de taux de couverture sur la biomasse. C'est-à-dire que l'intégralité de l'énergie consommée à la piscine, il n'y a que 7% qui vient du fossile. Voilà. Donc c'est un gros travail sur la chaudière, avec une filière locale, un bois local. Évidemment, on est aux confins de la Mayenne, de la Normandie et de la Bretagne. On a ce qu'il faut autour de nous. Donc le bois, il vient à 20 km autour de la piscine. Voilà, on gère ce système-là. Et le dernier paramètre, c'était l'électricité. Ben là, c'est pareil. Les factures d'électricité ont été divisées par 2. La consommation d'électricité, à ce jour, on est à moins 52% sur l'électricité. Et on a un objectif ambitieux à moins 55%. Donc les élus et l'ensemble des équipes, on croit beaucoup à la valeur de l'exemplarité. Donc on pouvait se dire que normalement on ne devrait pas y arriver. En fait, nous tous les jours, et donc moi un petit peu je suis le porte-parole de la piscine, c'est-à-dire que les élus me font confiance. Et donc du coup maintenant ils nous disent allez distribuer la bonne parole. Donc je participe au groupe de travail du CRMA, de l'ADEME. J'ai fait le tour de France sur le décret tertiaire l'année dernière.
comme quoi un équipement qui a plus de 15 ans, qui était considéré comme moyen, voire pas mauvais, pas très très bon, et on est devenu exemplaire. Voilà, donc c'est notre démarche. Et donc moi je suis là pour apporter des solutions vraiment opérationnelles, techniques. Tous les matins, quand j'arrive à la piscine à 8h moins le quart, je prends le café avec le technicien, on regarde les chiffres de la veille. Donc c'est la démarche de performance. Et de plus en plus, c'est une réflexion interne, la notion de performance, on va l'intégrer aussi à la notion de robustesse. On a vécu la crise Covid, on a fermé nos équipements, on a été les premiers à réouvrir. On a vécu la crise énergétique, l'électricité multipliée par 3. Et si tout va bien, en 2026, ma facture là, comptable d'énergie va revenir au niveau de 2019. C'est-à-dire qu'on aura effacé l'intégralité des de l'augmentation de tarifs. Donc mes élus, mon budget sont très contents. Voilà. Super, merci. Un grand merci à vous tous. Est-ce qu'on a une question dans le public? On peut se permettre de prendre une question si vous souhaitez en poser une, ou même à distance pour les collectivités qui sont connectées. Bon, en tout cas, vous avez là de beaux projets qui sont très très inspirants. Donc il y a quelques réactions en ligne et on va commencer par une question. Allez-y, Nicolas. C'est pour parler à la Banque des Territoires. On a bénéficié du fonds vert. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis 10 ans, on a investi que 400 000 euros, et dont 150 000 l'année dernière. On a généré 2,8 millions d'euros d'économies. 400 000 euros d'investissement, 2,8 d'économies. Voilà, c'est clair. Très bien. Ah ben, super. Alors, la première question. Merci. Donc moi c'est Coralie, je travaille notamment pour le championnat de France des économies d'énergie. Donc Nicolas, j'avais une question sur le fait que vous ayez pu diviser votre facture d'électricité en deux. Quelles actions ou bonnes pratiques en fait vous avez mis en place avec vos équipes sur place, si ça peut être de manière concrète en fait. Merci. En fait, les équipements aquatiques, ils sont en surconsommation permanente parce que par principe, c'est qui peut le plus, peut le moins. Donc on est en surcapacité tout le temps. C'est-à-dire que, par exemple, sur la centrale d'air, on allumait la centrale d'air tous les matins comme si on avait 900 personnes en présence permanente. J'ai une FMI, fréquentation maximale instantanée, à 900, à 8 heures le matin. La centrale d'air, c'était 60 mètres cubes par heure et par personne, 75 000 mètres cubes de débit instantané par heure. Donc moi, j'avais 80 personnes dans les scolaires le matin, mais on était réglé à 900. Bon, ben, c'est simple, on a divisé les factures d'eau de la CTA par 2, c'est aussi simple. Toutes nos pompes, elles étaient bridées avec des vannes. C'est-à-dire que vous avez une énorme pompe qui envoie 250 mètres cubes par heure. Puis derrière, dans le bassin, il faut 200, ben, on serre la vis. Donc vous freinez, en fait. C'est comme si vous rouliez sur l'autoroute à 130 avec le frein à main. Donc on a mis des variateurs de vitesse. Voilà, donc c'est toutes ces choses toutes simples, en fait. Il faut juste se poser les bonnes questions. Pourquoi on fait ça ? Le lavage des filtres, c'était tous les lundis matin à 9h. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas, on m'a dit. Ben, ils sont sales ou ils sont propres ? Donc voilà, comme on vous dit, investir sur la connaissance et la compétence en interne vous permet d'avoir des gains immédiats tout de suite, rien que sur l'usage. Puis après, avec les clubs, on a défini aussi des créneaux, il y avait du monde, pas de monde. Pendant la crise énergétique, moi, les gens, ils incendiaient mes caissières, enfin mes agents d'accueil, parce que c'est inadmissible, on chauffe les oiseaux. On est rentré dans la démarche du label de la piscine publique de demain et on a expliqué aux gens qu'en fait, on a optimisé la piscine et donc on peut garder le bassin extérieur ouvert pour eux et pour le club. Très bien, super. Merci encore à vous tous. On a un temps tout à l'heure de 11h à midi, de partage de pair à pair. J'ai cru comprendre que vous y étiez, donc on peut continuer les échanges tout à l'heure. Merci à nouveau. Merci à tous. On peut les applaudir. Alors, dans ce premier temps, c'est intéressé aux collectivités, donc aux projets. La deuxième table ronde que je vais tout de suite installer va parler des solutions, évidemment, des partenaires qui accompagnent les collectivités. Alors, je vais accueillir le premier invité, donc Vincent Saulnier. Vous êtes donc secrétaire général de l'Association nationale des élus du sport. Donc, venez me rejoindre, Monsieur Saulnier. Je suis également avec Gaël Rivière, donc qu'on va également accueillir, président de la Fédération française de handisport, qui va s'installer, avec également Julie Purdu, Vanessa Lobin. Mesdames, je vous invite également à me rejoindre. Et enfin, Valérie Saplana, du service équipement sportif de l'Agence nationale du sport. Je vous en prie, installez-vous. Ça prend quelques minutes. C'est parfait, merci. Alors on commence avec vous, Monsieur Saulnier.
si vous êtes d'accord. Donc, vous représentez les élus qui sont engagés pour le sport. Voilà, pour résumer un peu votre action au quotidien. Et vous profitez aussi des élections municipales, on a aussi beaucoup parlé ce matin, pour interpeller les élus, en tout cas pour leur soumettre aussi cette idée de penser aux équipements sportifs à travers son proposition. Sur la question de la rénovation des économies d'énergie, quelles sont les principales propositions qu'on peut retenir et qu'on pourra aussi diffuser ? Alors c'est vrai, le réseau ANDES, donc l'Association nationale des élus en charge du sport, qui est un réseau de près de 8000 collectivités partout en France et en Outre-mer, est mobilisé depuis près de 30 ans sur ces sujets du sport dans les territoires. Et en partenariat avec le CNOSF et sa présidente Amélie Oudéa-Castéra, on a participé et contribué en fait à la rédaction du plaidoyer municipal en faveur du sport. Notre enjeu justement, c'était de pouvoir balayer évidemment tous les enjeux qui ont trait encore une fois à l'intérêt de se mobiliser et d'investir en faveur du sport à l'occasion de ces élections essentielles de 2026, parce que ça a été rappelé à de multiples reprises, le sport c'est au carrefour de beaucoup de solutions, et il est vrai, le diagnostic posé, eh bien, chacun le connaît, sur la nécessité de pouvoir répondre à un défi majeur qui est celui lié à l'obsolescence, le vieillissement, et puis le caractère inapproprié en fait au regard des changements climatiques d'une bonne part de ce patrimoine. Donc pour ce faire, on a plusieurs sujets, plusieurs leviers qui ont été travaillés. Je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs de l'écosystème du sport qui sont déjà largement mobilisés. On avait l'exemple de Fougères avec là aussi les techniciens. Je peux citer évidemment Landis. Je peux évidemment citer un certain nombre de fédérations qui sont là aussi pleinement mobilisées autour de ça, au même titre que l'Agence nationale du sport. Moi, ce que je veux surtout mettre en avant ce matin, c'est le fait que c'était très important qu'on ait à nouveau un nouvel outil avec ce dispositif de la Banque des territoires Sport Rénov, parce qu'on voit bien, il faut qu'on ait une approche globale, donc il faut intégrer un format d'ingénierie sur l'analyse et le diagnostic. Finalement, la démonstration a été faite, y compris par notre collègue de Fougères, sur le fait que quand on s'approprie techniquement en fait un peu les enjeux, oui, le diable est dans les détails, bah, c'est là qu'on peut aller chercher des économies d'usage. Et puis simultanément, collectivement, en tout cas, on a des vrais sujets au regard de ce mur d'investissement sur les effets leviers qu'on va avoir besoin d'aller chercher en matière de financement croisé. Et aujourd'hui, notre défi, c'est bien celui-ci. À savoir qu'aujourd'hui, on est dans l'hiver budgétaire en ce qui concerne les collectivités. Nous allons clairement sur le prochain mandat vers la période glaciaire. Et il y a nécessité, plus que jamais, de mobiliser des nouveaux modèles de financement. Et de ce point de vue, le format proposé par la Banque des territoires, il est innovant. Et il faut collectivement que nous en saisissions. Nous, on a identifié au titre de l'ANDES plusieurs sujets stratégiques. Il y en a un qui a été clairement posé tout à l'heure, c'est celui relatif aux piscines. 4100 piscines en France, un peu plus de 6000 bassins. Notre défi, il est colossal dans ce domaine. C'est un poste de charge majeur pour un grand nombre de collectivités. La démonstration avait été faite avec évidemment la crise énergétique de 2023 qui avait mis en évidence, y compris pour certains délégataires, la très grande fragilité que cela constituait pour le modèle économique de ces piscines. En tout cas, ici, nous avons un défi collectif. C'est pour ça que nous, on se mobilise là aussi avec un certain nombre de mes collègues élus pour que du côté national, et en tout cas, on l'espère, dans le cadre d'une démarche plus globale, on est à l'endroit des futures équipes justement un vrai signal sur les piscines. Ce sont donc c'est le travail qu'on a conduit avec la Fédération française de natation, l'ANDIS, pour porter donc l'idée d'un fonds bleu, création d'un fonds bleu avec une dotation extrêmement conséquente, là aussi au regard de l'exigence et de la réalité, encore une fois, du parc, au-delà des territoires carencés. Donc pour nous, on milite pour des territoires aquatiques prioritaires, avec un principe d'abord d'accès à destination des scolaires sur l'enjeu essentiel du savoir nager, dans un format à 20 minutes, idéalement d'un équipement scolaire. Là aussi, il y a des vrais sujets. Il y a aujourd'hui 400 intercommunalités en France qui n'ont pas de solution d'apprentissage de la natation à l'année. Donc on a un vrai défi, c'est aussi une réalité pour l'outre-mer qui
a aussi un diagnostic assez hétérogène, mais qui a besoin d'un vrai accompagnement. Et là aussi, je sais qu'en particulier avec l'Agence nationale du sport, on a des soutiens fléchés forts qui peuvent être accompagnés, même si on a un sujet encore assez conséquent autour de l'ingénierie pour ces territoires ultramarins. Il n'empêche, on a ce défi-là. Et puis, au-delà de ce sujet relatif au fonds bleu, que là aussi, on a essayé d'explorer dans ces modes de financement, parce qu'au moment où la raréfaction de l'argent public va s'amplifier, on a un sujet, et finalement, il y a un gisement qui existe en France, ce sont les certificats d'économie d'énergie. C'est assez paradoxal que dans un grand nombre de ces dispositifs, eh bien, en fait, les équipements sportifs en soient exclus. Alors même que quand vous discutez avec les énergéticiens, EDF, Total Energy, Engie, eh ben, ils vous disent tous, nous, on est prêts à... Et donc, vous voyez, pas plus tard qu'hier, on était encore avec la ministre des Sports pour l'interpeller sur ce sujet. Elle est pleinement consciente de ça. Elle a aussi, en lien avec un format interministériel, le ministère de l'écologie, le ministère de l'Intérieur en charge des territoires, on a un travail conséquent à conduire dans ce domaine. Voilà un premier sujet majeur. Et ayons aussi collectivement à l'esprit que dans le mode opérationnel concret dans lequel on doit être, parce que nous, on est des élus du premier kilomètre, et ce qui nous importe, c'est aussi, pour le prochain mandat, d'être en capacité de se projeter, au-delà du fait qu'on va porter la cause du sport dans ce débat démocratique des municipales. Rénover un équipement, quel qu'il soit, c'est à minima 4 à 5 ans d'engagement dans sa programmation, dans sa capacité à définir un projet. Alors il y a des acteurs qui vont permettre de faciliter le travail de diagnostic. Là aussi, c'est l'intérêt de la démarche Sport Rénov portée par la Banque des Territoires. Le deuxième levier que je veux pointer, c'est celui relatif au défi des gymnases. Là aussi, c'est un sujet sur lequel nous on s'est penché depuis quelques temps. Là aussi, il y a des groupes de travail qui existent. Il y a des retours d'expérience intéressants, mais néanmoins, c'est l'essentiel quand même du parc. Au-delà des difficultés constatées sur l'accès, notamment pour les scolaires, ou dans la cadre dynamique des Jeux Olympiques de Paris 2024, on sait qu'une des difficultés que nous avons eues, c'était justement la capacité d'accueil. Et même si les élus et les techniciens en charge du sport dans les collectivités s'emploient à faire du Tetris au quotidien pour trouver des créneaux, à un moment donné, c'est un peu compliqué de pousser les murs, en tout cas de trouver des solutions partout, même si il y a une étude récente qui montre qu'on a des taux d'occupation aussi qui peuvent être sans doute optimisés sur certaines périodes ou certaines saisonnalités. Il n'empêche qu'on a un sujet dans ce cadre. Et donc là aussi, on a travaillé un nouveau modèle de gymnase, dans un format qui, pour nous, répond à une exigence de triple sobriété. Et là aussi, ça s'inscrit pleinement dans la démarche conduite autour des Rénov et de Sport Rénov sur la transition écologique et les effets de changement climatique, puisque les collectivités ont désormais une exigence extrêmement forte. Alors aujourd'hui, c'est plutôt cornérisé ou assez peu perçu, mais c'est celui relatif à la sobriété foncière. Un truc qui s'appelle le ZAN. C'est assez sympa ce petit acronyme parce qu'en fait ça vous exige de repenser en fait votre modèle de développement sur la limitation de, on va dire, l'emprise foncière. Et donc là aussi c'est un vrai défi. Il y en a un second, c'est celui du changement climatique. Et moi je pense qu'il faut au-delà même du seul focus souvent qu'on pose en matière de consommation énergétique sur la période hivernale, je vais aussi pointer plus que jamais désormais le défi plutôt global de confort thermique. Il va être de plus en plus compliqué sur les périodes estivales ou printanières, parfois, de pratiquer tellement il fait chaud. Donc il y a nécessité dans nos gymnases aussi d'avoir cette capacité-là. On a vu quelques exemples concrets. Au seuil de cet été l'an passé, le fait qu'on a des principes d'alerte à l'endroit des scolaires, tellement il fait chaud. Donc là aussi, il y a nécessité, dans le cadre de nos réflexions, de porter cela. Voilà, c'est cette sobriété-là qu'on appelle de nos voeux. Ça passe par sans doute un cahier des charges et un format un peu national. Le gymnase 3S, on a été mandaté par le ministère pour faire une proposition. Elle sera sans doute fournie au seuil de l'été. Et puis, en conclusion, je veux surtout pointer le fait qu'on a déjà des dispositifs qui existent. Encore une fois, pointer l'effet levier porté par l'Agence nationale du sport, au-delà de tout le travail qui a été fait sur ces dernières années sur les équipements de proximité, le succès du plan 5000. Il y a quand même un travail de fond qui a été amorcé sur les piscines, avec le plan aisance aquatique. Là aussi, c'est un élément important, c'est un bon signal. Après, l'enjeu, c'est clairement passer à la démultiplier, mais en repensant notre modèle,
peut-être aussi avec des formats de partenariat public-privé beaucoup plus avancés. En tout cas, voilà les quelques éléments que je pouvais pointer au seuil de ces élections municipales. Merci beaucoup, Monsieur Saulnier. Message reçu, en tout cas pour les financeurs, il y a tant à faire dans les territoires. Monsieur Gaël Rivière, je viens à vous avec un micro. Hop, je vous en prie. Merci beaucoup pour votre présence. Donc vous portez particulièrement la voix du handisport, donc les enjeux d'accessibilité pour que le sport aussi puisse être saisi par absolument tout le monde. Quel est le message aujourd'hui que vous souhaitez porter aux élus? Qu'est-ce qu'on doit retenir aussi de ces enjeux d'accessibilité? D'abord, merci beaucoup. Merci pour avoir organisé cette réunion, cette conférence. Premièrement, d'abord, un premier message, c'est de dire que l'accessibilité, notamment en matière de sport, mais pas que, peut avoir quelque chose d'assez vertigineux. Par le coût, évidemment, que cela requiert pour pouvoir mettre en accessibilité l'ensemble de nos infrastructures, puisqu'on parle ici de bâtis, mais on pourrait parler de l'accessibilité numérique également, qui est peut-être un sujet d'importance. Vertigineux également parce que l'accessibilité universelle est presque un mirage, une ambition dont il est difficile de percevoir à quel moment, comment on parviendra à la réaliser. Et donc, face à ce vertige de l'accessibilité, on peut être quelque peu démuni, j'imagine, quand on est élu de territoire, quand on est constructeur, en se disant, bien, pourquoi s'engager dans cette voie-là, alors que je sais potentiellement que ça va nécessiter des coûts qui seront durs à satisfaire, et a fortiori quand je sais que potentiellement je ne vais parvenir qu'à une solution d'accessibilité partielle, ou en tout cas partiellement satisfaisante. Alors je crois que le sport a démontré combien l'accessibilité était importante. On parle beaucoup de l'héritage de Paris 2025. Évidemment, il a un héritage matériel. On a parlé du plan 5000 équipements, des nombreuses évolutions qui ont pu avoir lieu en matière d'accessibilité. Et pourtant, vous avez parmi les usagers en situation de handicap une certaine déception. Alors pour moi qui suis un éternel optimiste et qui aime avoir les verres à moitié pleins plutôt qu'à moitié vides, j'aime à penser que les Jeux de Paris, en particulier le sport de manière générale, a eu pour vertu de remettre la question de l'accessibilité à l'agenda. Je crois que plus que jamais, même quand on n'y parvient pas, on se pose maintenant la question de l'accessibilité, de ce que l'on fait, de ce que l'on rénove, de ce que l'on construit. Et c'est un progrès indéniable. Évidemment que cette question-là, on se la pose parce que Madame la Présidente du CNOSF l'a rappelé justement tout à l'heure, l'accessibilité pensée dès l'origine est une accessibilité qualitativement supérieure à celle que l'on va tenter d'amener par des ajustements a posteriori. Et donc, le sport peut être, je crois, une source d'inspiration, un challenge, aussi parce que il démontre que l'accessibilité du bâti n'est pas que l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. C'est une accessibilité qui profite à tous, le plus souvent. On le constate, par exemple, dans un des pans oubliés, quelque peu négligé dans la question de l'accessibilité. C'est qu'avoir une infrastructure accessible à laquelle on n'y a pas accès, c'est avoir une infrastructure inutile, accessible mais inutile. Et donc la question se pose aujourd'hui de se dire on construit accessible, on rénove accessible, mais comment on va jusque ces infrastructures accessibles? La question donc de la mobilité. Et cette question-là, évidemment, elle transcende la question des situations de handicap pour aller imaginer demain des solutions de mobilité qui permettent d'aller jusqu'à ces lieux accessibles. On va raconter une anecdote. Alors c'est assez facile, vous m'en excuserez, quand on est en situation de handicap, de trouver des zones d'accessibilité. C'est presque un jeu assez peu amusant quand il est aisé. Mais quand je suis venu dans ces locaux tout à l'heure, qui sont pour moi tout à fait accessibles, eh bien, sur le trottoir, il y avait des travaux. Et donc, il fallait traverser sur un autre trottoir pour venir ici. Voilà, donc à quelques mètres d'ici, alors que nous faisions une conférence sur l'accessibilité, on voit que ce sujet-là est compliqué. Et ce n'est pas dire que les travaux ne sont pas nécessaires, mais c'est de dire que la question de l'accessibilité ne doit pas être pensée uniquement à l'intérieur du bâti, mais englober plus globalement la question de l'accès au bâti. Et je vais même aller plus loin.
faire la promotion de l'accessibilité qu'on a mise en œuvre, des solutions d'accessibilité qu'on a imaginées. Il m'arrive en tant que déficient visuel d'aller dans des locaux, dans des lieux qui ont imaginé des solutions technologiques d'accessibilité. Et il m'arrive parfois de ne les découvrir qu'à posteriori, parce que l'information est trop difficile, trop disséminée pour qu'elle soit justement aisément accessible. Alors je crois qu'on gagnerait à promouvoir, non pas l'accessibilité qu'on annonce, mais à promouvoir l'accessibilité qu'on a faite, puisque... je vais finir par là. Je crois que le sport peut être une source d'enseignement aussi dans la manière dont on peut aborder cette question de l'accessibilité du bâti. Quand j'ai débuté ma carrière de sportive, un entraîneur nous avait dit l'humilité dans le discours, la performance dans l'action. Je pense que c'est une maxime que l'on peut facilement transposer à notre sujet. Alors, on a beaucoup de têtes hochées qui approuvent votre propos. Merci beaucoup, monsieur Rivière. On poursuit la table ronde avec Vanessa Lobin et avec donc de l'ADEME, qui est conseillère SMAG Accélération, direction générale déléguée de l'ADEME, et Julie Purdu, directrice adjointe d'Acté. Alors, on parle beaucoup de l'ADEME et d'Acté. D'ailleurs, vous travaillez déjà beaucoup ensemble dans le cadre du GT sur les piscines, mais également avec le CEREMA et la Banque des Territoires. Donc on est spontanément aussi raccroché à ce GT, ce groupe de travail sur les piscines. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi sur cette démarche, hein, pourquoi vous l'avez initiée et pourquoi vous nous avez aussi associés en tant que financeurs, et qu'est-ce que les deux institutions peuvent aussi proposer aux porteurs de projets, aux collectivités territoriales? Qui veut commencer? Vanessa, allez-y Vanessa, merci. Il fonctionne. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, on a lancé en milieu d'année dernière un groupe de travail avec le CEREMA, Acté et donc l'ADEME sur les piscines publiques, sur les consommations énergétiques et d'eau des piscines publiques. Pourquoi ? Parce que d'une part, on a constaté qu'il manquait un certain nombre de références vraiment chiffrées pour mesurer déjà quelles étaient ces consommations énergétiques et d'eau dans les piscines publiques françaises en fonction de la nature des équipements. Donc on avait le souhait d'avoir une vision un peu plus fine, qu'il s'agisse d'un petit équipement avec un bassin ou une grande cathédrale comme celle de Fougères par exemple. Donc on a déjà commencé par ça, et l'idée est derrière de mettre en perspective des solutions techniques et organisationnelles qui permettent de réduire ces consommations. Donc avec vraiment une vision très pragmatique sur la quantité d'énergie consommée en moins et quantité d'eau en moins, mais également les contraintes que ça peut générer, ces solutions, et les retours sur investissement. Donc on est vraiment dans une logique très pratique, sans pour autant réduire le confort des usagers. On est vraiment dans une idée d'être sur un service public au moins égal, au moins équivalent. Quand j'avais lu que, par exemple, les piscines de Rennes avaient, pendant la période de la crise du gaz, des prix du gaz, sur fin 2022, avaient diminué d'1 degré le chauffage de leur bassin intérieur. Ça avait effectivement permis de diminuer la consommation, le coût énergétique de 16% de mémoire, mais ça avait également entraîné une baisse de fréquentation de 25%. Donc évidemment, on ne peut pas raisonner comme ça, notamment parce que cette baisse de fréquentation, évidemment, entraîne une baisse des recettes d'exploitation. Donc on est vraiment dans cette perspective-là avec les partenaires, c'est de donner à voir ce qui fonctionne, mais évidemment dans une logique de service public au moins constant. De service public, donc. Vous voulez compléter ? Oui, bonjour à tous. Et d'ailleurs, ce GT, donc, il va aboutir à un guide technique à la fin de l'année, a fait l'objet d'une première publication, donc j'ai apporté au cas où. Mais voilà, une première plaquette qui a été distribuée au moment du Salon des maires, un peu en forme de teasing. Bon, c'était vraiment spécifiquement pour les élus. Tandis que le guide technique aura une vocation, en tout cas, très opérationnelle, comme l'a dit Vanessa. Je reviens peut-être en arrière et je dis peut-être quelques mots sur Acté, parce que peut-être c'est, comme beaucoup d'acronymes, pas forcément clair pour tout le monde. Alors, on est un programme national, justement financé par le dispositif des C2E, Certificats d'économie d'énergie.
programme qui existe depuis 2019, dont la vocation est d'aider au passage aux travaux pour les collectivités qui souhaitent justement réfléchir et rénover leur patrimoine bâti. Donc ça s'adresse à l'ensemble du patrimoine des collectivités et bien entendu les équipements sportifs dont on a parlé ce matin et également les piscines. Je vais un peu trop loin, je devance une question. Et peut-être juste pour aller un peu plus loin, donc c'est un programme qui, dans ce cadre de ce passage à l'acte dont je parle, finance des moyens humains. Donc des profils plutôt de techniciens dans des collectivités qui vont être amenés à justement s'intéresser, faire l'inventaire s'il n'existe pas des patrimoines et identifier quels seraient les bâtiments prioritaires. On a accompagné on marche par période sur la deuxième édition du programme qui s'appelait Acte 2, on a financé 1500, on a accompagné 1500 bâtiments et notamment plus de 100 piscines. Et là, actuellement, sur le programme actuel, on accompagne 200 piscines. Donc c'est moyens humains, mais aussi des audits énergétiques, des études de maîtrise d'œuvre, aussi des outils de suivi des consommations qui peuvent aussi aider au passage à l'acte. Donc ça, c'est le volet financier. On a un volet animation aussi, et on a un volet donc ressources. Et c'est dans ce cadre-là que, avec l'ADEME et le CEREMA, on essaye de produire des documents qui répondent au mieux aux besoins des collectivités. Très bien, merci beaucoup. Et de la même manière, vous ressentez aussi dans les territoires, à travers les appels à projets, cette attention particulière sur les piscines? Oui, j'ai pas repris tout ce qui a été dit ce matin. Tout le monde a identifié que les équipements sportifs et en particulier les piscines sont des équipements clés pour des questions, en tout cas, ce qui moi me concerne, de maîtrise de la facture énergétique des collectivités territoriales. Donc c'est effectivement un sujet très important. On a aussi, bien entendu, je ne l'ai pas évoqué, mais un partenariat depuis plusieurs années avec la Banque des territoires pour essayer justement, comme nous on est très en amont, justement d'avoir un parcours avec la Banque des territoires pour que en fait les projets, une fois qu'ils ont été identifiés, en fait puissent se concrétiser, parce qu'on n'a pas parlé du coup des travaux, mais c'est quand même quelque chose d'essentiel. Et d'ailleurs le partenariat va plus loin, puisqu'il y a une démarche qui a été lancée avec la Banque des territoires pour essayer en tout cas d'apporter un soutien complémentaire aux collectivités dans le bouclage du plan de financement avec des experts en financement. Donc ça, c'est clé. Et peut-être un petit mot dont on n'a pas parlé, on s'intéresse aussi aux patinoires. Il y en a beaucoup moins en France, mais n'empêche que dans la perspective aussi des années à venir et des JO d'hiver, c'est aussi quelque chose qui est intéressant, d'autant qu'il peut y avoir un lien au niveau énergétique entre les piscines et patinoires. N'oubliez pas les jeux d'hiver, en effet. Vous avez raison. Merci beaucoup à toutes les deux. Vanessa, vous voulez compléter? Allez-y. Oui, je voulais compléter sur les aides de l'ADEME aussi, quand même, parce que j'en ai pas parlé jusqu'ici. Donc nous, notre principal outil, c'est le Fonds Chaleur, qui... On est heureux, se maintient en 2026. On espère qu'il sera maintenu encore à la même hauteur en 2027. Donc c'est un outil important à la fois en termes de financement de l'ingénierie et de financement des investissements. Donc pour les collectivités, donc financement d'ingénierie pour les études de faisabilité et de la MO sur l'installation d'ENR et de réseaux thermiques à hauteur de 60% et pour les investissements à hauteur de 45%. Donc c'est un outil qui est important, et j'insiste sur le fait qu'en plus il y a de l'ingénierie dans les territoires à travers nos directions régionales et nos contrats chaleur renouvelables territoriaux qui sont vraiment pilotés dans les territoires. Et donc on a des personnes qui sont en capacité d'accompagner les projets. Ça, c'est important. Et peut-être un tout petit mot par rapport à ces différentes solutions liées à l'énergie qui représentent un coût important. Nicolas l'a montré tout à l'heure sur l'exemple des piscines. Les ENR permettent effectivement de diminuer ce coût et permettent aussi de stabiliser, en fait,
d'être moins sensible finalement aux variations de prix par rapport notamment au gaz. Donc c'est important de le mentionner. Et un tout petit mot encore sur la géothermie. On parlait de confort d'été, notamment dans les gymnases. On a montré, avec la dernière étude sur les coûts complets des énergies renouvelables, que la géothermie était une solution performante en termes de coûts si on intègre la production de froid. Donc pour des équipements type gymnase, à condition bien entendu qu'ils bénéficient aussi d'une rénovation pour être pour que l'enveloppe soit suffisamment performante, c'est une solution qui peut fonctionner et qui est rentable sur un temps relativement court, à hauteur de 7-8 ans. Merci à vous deux. Donc c'est vraiment les questions du parcours, hein, de l'ingénierie en partenariat et puis des financements aussi qui sont disponibles. Merci à toutes les deux. Alors on va finir cette table ronde avec Valérie Saplana, responsable du service des équipements sportifs à l'ANS. Donc on a introduit avec l'ANS et on conclut avec l'ANS. C'est vous dire à quel point c'est un acteur incontournable pour le financement des équipements sportifs. Alors on a parlé aussi ce matin, le plan 5000 équipements qui était une réussite, qui a parfaitement bien fonctionné, qui nous a nous aussi interpellés à la Banque des Territoires. Donc on poursuit côté ANS l'accompagnement des projets sur le volet rénovation énergétique. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, et y compris auprès des collectivités qui sont intéressées par cet appel au projet? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je voudrais commencer par donner juste quelques chiffres, parce qu'effectivement, on a évoqué différents dispositifs que l'agence a mis en œuvre. Le plan 5000 équipements qui a consisté surtout à créer de nouveaux équipements sportifs et d'essaimer sur toute la France, plus de 10 500, mais aussi le plan de relance en matière de rénovation énergétique qui a été mis en œuvre, le plan aisance aquatique qui a ciblé les piscines, et bien d'autres encore, un plan dédié aux personnes en situation de handicap. Moi, je voulais juste rappeler que cette structure qui est récente a quand même soutenu près de 13 500 équipements depuis sa création en 2019 pour près de 800 millions d'euros, dont 2300 rénovations d'équipements sportifs pour près de 300 millions d'euros, dont 171 piscines pour près de 63 millions d'euros. Voilà, donc c'était pour introduire l'action de l'agence qui va se poursuivre au travers en 2026 de deux nouveaux dispositifs. Donc un dispositif dédié aux piscines avec une priorité donnée à la rénovation énergétique de ces piscines, mais qui permettra également de soutenir la création de piscines d'un coût inférieur à 10 millions d'euros hors foncier. Donc un premier dispositif dédié aux piscines, un autre dispositif complémentaire du premier qui soutiendra exclusivement la rénovation énergétique pour des équipements structurants autres que les piscines, donc gymnase, terrain de grand jeu, salles spécialisées, etc. Voilà. Deux critères principaux, il y en a d'autres, mais vraiment les principaux pour être éligible à ces deux dispositifs, c'est dans un premier temps que les travaux permettent la réduction de la consommation énergétique d'au moins 40%. Et si cette condition est remplie, les porteurs de projets pourront embarquer d'autres types de travaux portant sur la rénovation du sol sportif, la peinture, etc., remise en état, mais à cette seule condition. Deuxième condition, être situé en territoire carencé, et exclusivement en territoire carencé. Compte tenu des contraintes budgétaires, l'action de l'agence a été recentrée sur ses fondamentaux, qui sont d'intervenir en territoire carencé et réduire les inégalités territoriales. Donc on ciblera exclusivement les territoires carencés urbains ou ruraux. Et il faudra également que les porteurs justifient à l'échelle du bassin de vie la carence dans la typologie d'équipements sportifs faisant l'objet de la demande de subvention. Voilà, ces deux principaux critères. Les porteurs de projets éligibles, bien évidemment toutes les collectivités, communes, intercommunalités, conseils départementaux, voire conseils régionaux. Et on n'a pas fermé la porte aux associations à vocation sportive. Il y en a moins qui sont propriétaires des équipements ou qui ont des équipements sportifs propres, mais justement c'est marginal, on ne voulait pas fermer la porte.
un taux de subvention qui sera maximum de 20% des dépenses éligibles, c'est-à-dire que nous, on exclut du coût total du projet tout ce qui n'est pas directement sportif, donc s'il y a des rénovations extérieures, de parking, des plantations d'arbres par ailleurs, etc., on ne les prendra pas en compte, on applique notre taux que sur les dépenses qui sont vraiment directement liées à l'équipement lui-même. Alors, un point très important, on donnera une priorité d'examen et même peut-être certainement un taux un peu plus important qu'aux autres projets dans la limite de ces 20%, aux projets qui comporteront un caractère innovant. Donc innovant en matière d'expérimentation, innovant sur le plan technologique, sur le plan environnemental, en matière de conception, ça c'est plutôt pour les créations, il y en aura un petit peu moins, mais aussi en matière de gestion. Et je voulais revenir juste sur l'innovation en matière d'expérimentation. On a échangé avec le PUCA, le plan urbanisme, construction et architecture, au Salon des maires, et on les a revus. Ils mettent en place une expérimentation en matière de numérisation des équipements sportifs et ils bénéficient pour cela de dérogations au bénéfice des collectivités. Pour éviter d'avoir à mettre en concurrence donc, les prestataires spécialisés dans ce domaine. Donc le PUCA offre des prestataires aux collectivités. Et si les collectivités s'incluent dans cette démarche, elles pourront effectivement... en tout cas, elles auront un dossier qui pourra être examiné en priorité, parce que cette numérisation, elle permet aussi ensuite d'être beaucoup plus précis dans les travaux, dans la réduction énergétique, dans la gestion, une gestion beaucoup plus optimale des équipements sportifs. Et le PUCA souhaiterait avoir des collectivités pilotes et par typologie d'équipements pour lancer cette expérimentation. Donc c'est assez intéressant. Voilà donc ces éléments. Alors il y en a beaucoup plus, hein, il y a plus de critères, il y a plus d'éléments. Je vous donne les grandes lignes. La note de cadrage qui va reprendre l'ensemble des critères précis, les processus d'instruction des demandes de subventions, les calendriers, est en cours de rédaction. Nous devrions diffuser cette note de cadrage et donc ouvrir les appels à projets à l'issue du vote de la loi de finances, qu'on espère arriver rapidement maintenant. Et donc, nous espérons avant la fin du mois de février. Voilà. Et donc, nous aurons ensuite une période alors une clôture que la date n'est pas encore définitive, hein, mais on va essayer de la prolonger un peu par rapport à ce que l'on fait d'habitude pour tenir compte des élections communales, mais on est quand même contraint par un rétro-planning. Donc bon, aujourd'hui on vise mi-juin, on pourra difficilement faire plus, mais bon, on y réfléchit. Et puis ensuite on aura donc une commission d'examen à l'automne, et puis les attributions, non-attributions, attribution en fin d'année. Voilà. Très bien. En complémentarité d'ailleurs avec la Banque des Territoires et du Rénov'. Voilà, et alors juste un mot peut-être pour conclure, hein, c'est pour dire qu'on a connu des contextes, j'allais dire notamment budgétaires, beaucoup plus porteurs, hein, il faut bien le reconnaître, mais malgré tout les collectivités ont la chance d'avoir des acteurs réunis qui travaillent ensemble et qui vont permettre d'offrir, j'allais dire, des aides, une assistance, des conseils, prendre en charge les études, et offrir des prêts ou des subventions qui vont permettre de réaliser les travaux. Donc un ensemble d'acteurs et de partenaires qui sont à leur disposition et qui vont les accompagner de A jusqu'à Z. Donc il y a une vraie dynamique quand même qui s'est installée. Moi je trouve que c'est vraiment très intéressant et précieux. Sur ce super message, merci beaucoup Valérie, Madame Saplana. Écoutez, je vous remercie à nouveau pour tous ces messages qui ont été portés. On retient du service public, on retient la question de la mobilité, de l'accessibilité et évidemment tous les accompagnements qui sont à disposition des collectivités territoriales. Merci à nouveau, je vous invite à rejoindre le public. On
Alors, nous allons pouvoir conclure avec quelques mots en effet de ce qui est ressorti particulièrement de cette matinée. Donc des partenaires qui sont assez nombreux, avec cette volonté de travailler ensemble qui ressort vraiment de manière assez prégnante, assez importante. C'est le message aussi que nous recevons à la Banque des Territoires, que le sport c'est aussi une histoire collective, c'est un jeu collectif, que nous devons aussi nous articuler pour proposer les meilleures solutions aux porteurs de projets. Donc c'est aussi beaucoup de collectivités déjà engagées dans un certain nombre de processus. Donc les projets existent, les retours d'expérience sont aussi assez nombreux. C'est aussi le sens d'une démarche que nous lançons aujourd'hui pour aller identifier des projets exemplaires avec les prix de la rénovation que nous lançons notamment avec l'ANDES et le CNOSF. Donc on sera ravis de valoriser vos projets qui ont été particulièrement exemplaires sur un certain nombre de choses qui ont été évoquées tout à l'heure. Ce sens collectif, il fait aussi écho à la Banque des Territoires à travers un certain nombre de collaborations. On a parlé du groupe de travail sur les piscines. On a parlé évidemment de notre partenariat avec l'Agence nationale du sport et le ministère des Sports. Et puis, il y a eu cet objet qui va nous fédérer, qui est la charte de la rénovation des équipements sportifs, que nous sommes en train de travailler ensemble collectivement, qui sera vraiment le chapeau de toutes nos discussions et échanges avec les collectivités et qui fera aussi sens dans ce partenariat. Donc je vous remercie à nouveau pour ce temps d'échange, ce top départ de notre initiative pour les équipements sportifs. Alors, on continue l'échange juste à côté auprès des porteurs de projets, donc des échanges de pair à pair avec Maxime ici présent qui pourra aussi animer cette séquence. Merci à nouveau et on vous dit à très vite avec la Banque des Territoires et les partenaires. Alors, est-ce que je peux aussi vous prendre un instant pour prendre une photo? La photo de groupe, je vous invite donc à me rejoindre ici sur scène avant d'aller à l'atelier si vous le souhaitez. Merci beaucoup.